Donc bonsoir effectivement aux chers parents, bonsoir aux parents de la Sarthe, de la Vendée, de la Mayenne, du Maine-et-Loire et surtout évidemment de Loire-Atlantique. Donc bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir aux parents qui nous ont rejoints directement dans les locaux de l'appel départemental. Soyez les bienvenus, voilà. Sébastien, est-ce que vous avez coupé votre micro? Ton micro a été coupé. Juste une seconde, s'il te plaît. Il était tout en haut. Non, oui, mais non, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc là, tu le rallumes. Non, mais c'est bon. Tu peux parler. Vas-y. Bon, parfait. Donc, je disais que oui, l'appel départemental a à cœur évidemment de vous proposer régulièrement des temps, des rencontres sur des thématiques qui touchent notre parentalité. D'ailleurs, je vous invite évidemment à revoir les replays des différentes conférences et des différentes thématiques sur la chaîne YouTube de l'Appel 44. Je vous laisse vous y rendre, bien sûr. Mais ce soir, pour ce qui nous préoccupe, pour notre thématique, évidemment, c'est du stress au burn-out, l'éviter et surtout, évidemment, s'en sortir. Alors, je voulais remercier évidemment Isabelle Roskam qui va animer cette conférence. Je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous dire merci bien sûr d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'animer ce temps. Alors écoutez, je n'ai pas l'habitude de prendre beaucoup de temps en introduction puisque c'était juste un salut effectivement au nom de l'appel départemental. Vous souhaitez là encore la bienvenue. N'hésitez pas bien sûr à poser évidemment des questions, à participer. Merci à veiller entre-temps à ce que vos micros soient quand même bien fermés pour le bon déroulement de toute cette rencontre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée et puis écoutez, au plaisir des échanges et de la qualité de ce qui ressortira évidemment de tout ce que vous aurez entendu ce soir. Voilà, Isabelle, c'est à vous et puis merci aux membres de l'appel départemental qui sont sur place et qui vont driver un petit peu aussi l'organisation de cette soirée. Voilà, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, donc je vais commencer par partager mon écran. Voilà, en principe, vous voyez mon slide. Voilà, donc je vais prendre d'abord peut-être juste une minute pour vous dire qui je suis. Donc je m'appelle Isabelle Roskam, je suis professeure à la faculté de psychologie de l'Université de Louvain en Belgique et spécialisée dans les questions qui touchent au développement de l'enfant, la parentalité et spécifiquement depuis plusieurs années d'un vaste programme de recherche et de suivi clinique de parents en situation d'épuisement, qui nous a amené en fait à nous tourner aussi vers, d'une part les professionnels, mais aussi les parents qui sont en souffrance et à chercher en fait ce qui se passe, pouvoir donner des conférences en termes de prévention, parce que vous allez voir que c'est vraiment très important, et sur un plan purement personnel, mais qui fait aussi que c'est probablement un sujet qui me tient tant à cœur. C'est que je suis maman de 5 enfants et voilà, donc j'ai à la fois mon propre terrain d'entraînement et puis donc cette connexion avec l'enseignement, la recherche et la clinique. Voilà, donc je serais ravie de vous partager du contenu aujourd'hui que j'espère qui va vous marquer. Vous garderez quelques petits conseils en tête pour justement éviter d'éprouver ce stress et d'aller jusqu'au burn-out. Et pour ceux d'entre vous qui se sentiraient plus concernés par la situation, d'avoir en tout cas des pistes pour savoir comment on fait pour s'en sortir, parce qu'évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Voilà, j'associe ma collègue Moira Mikoladja, qui est aussi professeure à la faculté, et on mène en fait tous ces travaux à deux. Voilà, donc je voulais absolument l'associer à ma démarche de ce soir. Alors, peut-être d'abord commencer par vous dire que dans notre société, mais c'est vrai dans beaucoup de cultures du monde en réalité, la parentalité, être parent, devenir parent, c'est associé en général à des émotions positives. Et donc, il suffit de se rappeler, j'ai fait cet exercice d'ailleurs d'aller chercher les cartes que j'avais reçues à la naissance de mes enfants. Alors, avec 5 enfants, on en reçoit beaucoup. Et en fait, on parle que de choses positives. Donc, on va vous féliciter pour cette bonne nouvelle. On va vous dire qu'il y a beaucoup de bonheur qui vous attend.
Vous allez voir sur ces cartes les mots joie, contentement, fierté, goûter mille et un délices, ce sera un beau petit bébé. Et on va vous parler d'amour, de joie, de bonheur. Alors la carte que vous voyez là, c'est vraiment une carte qui vient de mes archives personnelles, que j'ai reçue en fait quand j'ai eu mes jumeaux, et la personne qui me l'a envoyée avait noté au verso que ça allait être de l'amour, de la joie, du bonheur intense, et que ça serait 2 fois plus intense puisque j'avais 2 bébés. Donc, en général, quand on parle de parentalité, on associe ça à des émotions positives, et ça ne se fait pas trop, en tout cas, ce n'est pas très désirable socialement d'associer la parentalité à des choses négatives. Et pourtant, eh bien, ce n'est pas toujours aussi simple, mais même si vous avez beaucoup d'humour, je ne peux pas imaginer que beaucoup d'entre vous aient jamais eu l'audace d'envoyer à des connaissances qui vont donner naissance à leur bébé des cartes comme celle-ci en leur souhaitant bon courage ou une tasse de réconfort. Ça ne se fait pas parce qu'on vit dans une société où il est de bon ton d'être heureux en tant que parent, d'être fier de ses enfants, et dire qu'on est en souffrance, qu'on n'en peut plus, qu'à refaire, en fait, on les aurait pas, enfin, ce genre de choses, c'est assez mal accepté. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en réalité, c'est ce qui va faire aussi qu'on va s'épuiser sans oser en parler, en éprouvant de la honte, qui sont des thématiques sur lesquelles on va revenir. Alors, je pourrais évidemment vous faire de longs discours sur le fait que la parentalité, c'est pas que de la joie et du contentement, que c'est aussi beaucoup de stress. Mais je vais vous proposer plutôt de fonctionner avec une petite vidéo qui va introduire très bien la thématique de ce soir. Alors, la petite vidéo, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, donc ce serait très sympa de le faire parce qu'on a du bruit. Alors, la petite vidéo que vous allez voir, c'est une blague. C'est pas moi qui l'ai faite. Elle est en anglais, mais c'est pas très grave parce que c'est sous-titré. Et donc, je vous invite à bien suivre la petite blague qui a été faite pour un faux entretien, pour un job. Voilà. Give me 1 second. Sure. Thank you. Sorry. Uh-huh. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Ori. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or Oh, no time to sleep. yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes, No, that's inhumane. That's very insane. the meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing it for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah.
moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pain. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Ok, c'est une petite vidéo en réalité qui avait été faite pour la fête des mères. Et donc, voilà, si vous voulez la retrouver sur YouTube, elle est disponible. Et en fait, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, être parent, bah oui, c'est un travail exigeant, avec cette particularité que c'est un travail dont on ne peut jamais démissionner, contrairement à d'autres types de travail. Alors, vous allez me dire, oui, mais être parent, c'est quand même quelque chose de très banal. En réalité, si vous et moi, nous sommes ici, c'est parce que depuis que l'espèce humaine existe, en fait, ben, les générations se reproduisent. Et donc, il y a des parents qui donnent naissance à des enfants et c'est un cycle continuel, mais quelque part, être parent, c'est la chose la plus naturelle du monde. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, au XXIe siècle, alors qu'on n'en a quand même pas parlé avant, en tout cas, personne ne s'intéressait au sujet avant il y a quelques années, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de stress, on parle de parents en souffrance? Qu'est-ce qui s'est passé au fond ces dernières années? Alors, c'est évidemment une question qu'on s'est posée. Qu'est-ce que ça veut dire être parent au XXIe siècle? Eh bien, on peut en tout cas identifier une série de pressions qui sont à l'échelle de l'histoire inédites. Alors, un premier changement important, ça va être l'évolution des rôles de genre. Alors, bien sûr, tout le monde connaît les changements de rôle qui se sont produits pour les femmes, qui sont arrivées sur le marché du travail. Tout le monde parle de la double journée des femmes, mais l'évolution des rôles de genre, elle ne s'arrête pas là. Ça concerne évidemment aussi les hommes, hein, qui autrefois, de façon très traditionnelle, étaient chargés d'apporter les ressources à la famille, tandis que le versant de l'éducation était réservé aux femmes. Et là, bah, les hommes, ils doivent aussi s'adapter et ils sont attendus sur le versant de la parentalité, en n'ayant pas eux-mêmes forcément eu aux générations précédentes des exemples à suivre et des modes de parentalité masculine dont ils peuvent s'inspirer. Par ailleurs, on voit émerger dans les familles des nouvelles problématiques parce que être parent à deux, bah, ça suppose ce qu'on appelle la coparentalité, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord sur une série de valeurs à transmettre aux enfants, sur des comportements éducatifs à adopter, sur l'heure du coucher, etc., etc. Et la coparentalité, ben, c'est à la fois un soutien, mais c'est aussi, dans beaucoup de familles, un facteur de stress. Et quelque part, c'était plus simple quand il y avait seulement une personne qui prenait les décisions sur le plan de l'éducation. Aujourd'hui, on est parfois deux, mais parfois plus dans les familles recomposées où on jongle parfois avec les parents biologiques, mais aussi des beaux-parents qui viennent interagir et se mêler, entre guillemets, enfin prendre une part importante dans l'éducation des enfants. Alors, c'est évidemment pas le seul changement. Un changement fondamental aussi, c'est que nous vivons dans une société individualiste et les valeurs individualistes, ben, elles ne font que d'augmenter. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la parentalité? Ben, l'individualisme, ce sont des sociétés, des cultures dans lesquelles il y a une primauté de l'individu sur le groupe. Ça veut dire qu'en gros, ce sont les intérêts des individus qui vont primer sur les intérêts du groupe. D'ailleurs, nous élevons nos enfants, mais nous avons été élevés comme ça aussi, dans l'idée que nous devons avoir nos propres projets, nous devons avoir nos propres idées, on ne doit pas avoir peur de les dire, même si ça déplaît aux autres. On doit tracer sa route, on doit faire ses propres choix. Et quelque part, bah, si nos choix, nos décisions, nos avis ont un effet plus ou moins négatif sur le groupe, quel qu'il soit, hein, la classe, mes amis, ma famille, etc., eh bien, ce que moi, mes besoins individuels, mes désirs individuels, vont en général surpasser ceux du groupe. Et ceux du groupe, ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils vont être secondaires. Alors, on élève aussi nos enfants là-dedans et nous avons été élevés là-dedans. Alors ça marche très bien, sauf que le jour où on devient parent, eh bien, en fait, on vous dit, eh bien, à partir de maintenant, il y a les besoins de quelqu'un qui vont systématiquement passer avant les vôtres.
Et ça crée ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que quand on est parent, parfois on a envie d'enchaîner 2 soirées avec ses copains, on a l'occasion d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant, de participer à une fête, etc. Mais si on le fait, on se culpabilise parce qu'on se dit qu'on devrait être d'abord avec ses enfants et que c'est déjà la 3e fois sur le mois qu'on appelle la baby-sitter. Et donc, on ne profite pas tout à fait des moments qu'on a pour soi. Et à l'inverse, quand on est avec ses enfants et qu'on ne se donne pas la possibilité d'avoir des moments pour soi, eh bien, on se dit, c'est quand même frustrant, j'ai même pas un quart d'heure pour lire, ou j'ai même pas un quart d'heure pour aller faire un jogging, ou j'ai pas un quart d'heure pour moi, juste pour me reposer quand j'ai envie. Et donc, on est sans cesse en fait en train de jongler entre nos intérêts individuels, sur lesquels on a franchement été éduqués et entraînés, et puis les intérêts des enfants qui, pour être un bon parent, en principe, doivent passer avant. Et moi qui suis beaucoup sur les forums de parents, etc., j'en suis un où ce sont des parents qui ont leurs enfants en garde alternée, et un papa avait posté un commentaire en disant « Mais ça, c'est la parentalité du 21e siècle parce que une semaine, tu es à fond sur tes besoins et la semaine suivante, tu es à fond sur les besoins de tes enfants et ça ne vient jamais en fait se télescoper. » Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que cet individualisme dans la parentalité, il ne nous aide pas. 3e élément important, c'est que dans la seconde moitié du XXe siècle, on a fait énormément de progrès techniques, médicaux, et notamment, on a eu accès à la contraception. Alors, évidemment, c'est un super progrès, mais ça change le concept de l'enfant. Avant la contraception, vous aviez le nombre d'enfants qui vous tombaient dessus, et selon les croyances des uns et des autres, elles étaient accueillies comme le fruit de la destinée ou le cadeau de Dieu qui vous confiait un certain nombre d'enfants dans votre famille. Mais si vous en aviez 6, 8, 10, parfois 11, moi je connaissais une personne âgée dans mon village qui en avait eu 11, eh bien on la plaignait et en tout cas, si elle était fatiguée, eh bien tout le monde comprenait ça. Aujourd'hui, grâce à la contraception, en fait, on peut choisir combien d'enfants on veut, avec quel écart d'âge, à quel âge on les veut. On peut planifier en fait la naissance des enfants et si on n'en veut pas, on peut aussi éviter. Et du coup, on part du principe que les enfants, c'est le résultat d'un objectif de vie, d'un choix de vie. Et donc, le concept de l'enfant choisi, c'est un enfant qu'on investit, un enfant qui est là comme un projet. Ça change complètement la valeur de l'enfant. Et surtout, quand ils sont là, on ne se plaint pas, d'autant plus si vous avez fait des parcours de procréation médicalement assistée très longs parce que vous aviez ce désir très fort d'enfant et vous vous êtes battu pour les avoir. Alors, c'est vraiment compliqué à un moment donné de dire, oui, ok, mais maintenant qu'ils sont là, en fait, je n'en peux plus. Eh bien, ça vient nécessairement questionner. Ce qui a aussi fondamentalement changé depuis la 2e moitié du XXe siècle, alors on sait que le XXe siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle de l'enfant. Entre les 2 photos que vous avez là à l'écran, celle de gauche, ce sont des petites hiercheuses. Alors, c'est comme ça qu'on appelait les petites filles de moins de 10 ans, enfin, elles avaient entre 8 et 12 ans, qui travaillaient dans les charbonnages dans la région de Liège, en Belgique. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles triaient le charbon pendant des heures dans les mines. Et 100 ans plus tard, c'est la photo de droite, eh bien, nous nous plaignons parce que nos enfants, ils ont trop de devoirs à faire en rentrant de l'école. Et entre ces 2 photos, il s'est passé à peine 100 ans. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut attendre la fin du 19e siècle pour que une loi en France interdise d'envoyer des enfants de moins de 12 ans plus que 12 heures sous terre pour travailler. Et donc, en un siècle, ce qui, à l'échelle de l'histoire, ne représente en fait rien, c'est une seconde à l'échelle de l'histoire, eh bien, en un siècle, le statut de l'enfant, il a profondément changé. La valeur de l'enfant, la manière dont on le regarde a profondément changé. On est passé d'un modèle où on était indifférent à l'enfant, on méconnaissait ses besoins, il était représenté sur les peintures, par exemple à hauteur des animaux, parce que c'était comme un petit animal qu'on dresse et en fait, il n'avait de valeur que quand il devenait une force de travail. Disons qu'avant ça, on était assez indifférent. Par exemple, on l'emmenait sur la place publique voir les personnes qui se faisaient cramer sur un bûcher et personne ne s'est jamais demandé si ça n'allait pas le traumatiser. En réalité, il assistait à des tas de choses qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Et au XXe siècle, pour toute une série de raisons qu'on pourra évoquer, il nous a semblé important d'assurer la survie et la protection des enfants. Alors, ce n'est pas parce qu'on est tout à coup devenu tombé sous le charme des enfants, c'est plutôt lié au contexte des guerres mondiales. Il fallait s'assurer en réalité qu'il y avait de la relève dans les générations suivantes pour remettre des soldats dans les rangs.
si jamais ça recommençait, puisque tout le monde sentait que le contexte politique entre la Première et la Seconde Guerre mondiale était caduque. Et donc, il fallait maintenir les enfants absolument en vie pour pouvoir remettre des personnes au front si jamais les conflits reprenaient. Et donc, on s'est mis à se préoccuper de comment faire pour assurer la survie et la protection, d'abord sur le plan purement de la survie médicale, hein, donc l'alimentation, l'hygiène, et progressivement, à la faveur de travaux qui se sont produits autour de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'en fait, pour maintenir les enfants en vie, il ne fallait pas seulement leur donner à manger ou à boire, ni qu'ils soient propres, il fallait aussi les nourrir d'une nourriture affective. Et on s'est mis en fait à étudier le développement de l'enfant. Et finalement, c'est devenu un modèle dans lequel on cherche à optimiser son développement, c'est-à-dire à lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il soit le mieux développé sur le plan social, sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, etc., etc. Et donc, on veut le meilleur, on veut optimiser le développement de l'enfant. Alors, le couronnement de toute cette progression, c'est évidemment la déclaration de l'enfant. Je ne sais pas si vous savez, mais elle date, en tout cas la signature de la version telle qu'on la connaît maintenant, date de 1989. Et dans cette déclaration, eh bien, il y a bien sûr les enfants qui ont des droits. Alors, c'est terminé de leur imposer de devenir avocat comme papa, comme grand-père. C'est interdit de leur imposer de reprendre la ferme familiale ou de leur dire à quel Dieu ils doivent croire. Donc, les enfants ont le droit de décider pour eux-mêmes, ce qui change fondamentalement le rôle des parents. On n'est plus là pour imposer, on est des facilitateurs de vie, on est là pour les mettre dans des environnements où ils vont pouvoir s'épanouir, se développer de manière optimale. Et dans cette déclaration, on va aussi, au-delà du fait de décrire les droits des enfants, on va décrire tous les devoirs que les parents ont à l'égard des enfants, tout ce qu'ils doivent faire pour garantir ce développement optimal. Et en plus, dans la déclaration, on définit ce que vont devoir faire les États parties, c'est-à-dire tous les pays qui ont signé cette convention. Et ils vont devoir s'engager, premièrement, à soutenir le travail des parents, parce que, en fait, être parent dans ces conditions-là, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à faire et optimiser le développement de l'enfant, c'est beaucoup de responsabilités en réalité. Donc, les États vont, par exemple, donner des allocations familiales, réduire les taxes quand vous avez des enfants, mais ils vont aussi subsidier des services dans lesquels vous allez pouvoir trouver des professionnels qui vous aident quand vous êtes en difficulté. Et les États vont aussi s'engager à autre chose, c'est qu'ils vont surveiller que les parents ou les professionnels qui s'occupent des enfants agissent bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et quand ce n'est pas le cas, l'État peut intervenir pour aller jusqu'à retirer l'enfant pour le protéger de ses parents, éventuellement s'ils ont des agissements problématiques vis-à-vis de l'enfant. Et cette surveillance de l'État, ce qu'on appelle le monitoring de l'État, ça aussi à l'échelle de l'histoire, c'est tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose qui induit beaucoup de stress. Donc les parents ont toujours peur d'être évalués sur leur manière d'élever les enfants. Et on peut tous expérimenter ça, même si on n'est pas violent à l'égard de ses enfants. Mais en tout cas, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici, c'est clair que si j'envoie mes enfants pendant toute une semaine avec des tartines pleines de choco, je vais me faire appeler à l'école parce qu'on va considérer que je ne fais rien d'optimal pour leur santé en leur donnant des aliments exclusivement sucrés. Alors, cinquième bouleversement du 21e siècle, c'est évidemment le développement des sciences psychologiques. Là, j'assume complètement ma part de responsabilité, où on a beaucoup étudié les besoins des enfants, le développement, etc. Et on va traduire ça dans des ouvrages, dans des campagnes de communication aussi, afin de faire rentrer le message en fait chez les parents de comment est-ce qu'on est un bon parent. Et donc, pour être un bon parent, il faut jamais donner de fessées, il faut pas exposer les enfants trop longtemps à des écrans et certainement pas n'importe comment. Pour être une bonne mère, il faut allaiter, pas seulement votre nouveau-né, mais aussi tenir le plus longtemps possible. Vous voyez sur la photo là à droite, avec un enfant qui a certainement passé l'âge de 2 ans. Et sur toutes ces affiches, vous ne verrez en réalité jamais un parent qui est triste, hein. Ce sont tous des mamans, par exemple, qui sourient comme si l'allaitement, c'était facile et toujours épanouissant, ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Donc, ça exerce évidemment des pressions. Et puis, il va y avoir des grandes campagnes, comme celle que vous connaissez en France, hein, sur les 1000 premiers jours. Alors, je connais très bien Boris Cyrulnik, et puis je connais bien ce qui se passe dans cette campagne. Elle a plein de bonnes choses, mais elle exerce aussi une certaine forme de pression, parce que imaginez que vous êtes une maman qui fait une dépression du postpartum, mais quand on vous dit, en fait, tout se joue dans les 1000 premiers jours, c'est quand même très, très culpabilisant. Ou si vous avez
des sujets de conflit très importants entre parents, par exemple, et que l'enfant est exposé en fait à des cris, à de la violence éventuellement, il y a de quoi bien se culpabiliser parce que vous avez l'impression en fait que vous allez faire peser des dommages en fait à très très long terme sur la vie de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on a des consultations où des parents d'enfants de 16 ans viennent vous dire, en fait, il n'arrive pas à se faire des amis. Et puis au bout de la 3e séance, ils s'effondrent et ils vous disent, mais je dois vous avouer, quand il avait 6 mois, j'ai fait une dépression assez sévère et ce sont probablement les traces de ça. Alors le raccourci est probablement un peu douteux, on pourra en reparler dans les questions. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, hein, cette pression. On voit circuler beaucoup de petits posts qui ont l'air bien sympas, qu'on a envie de repartager. Et parfois, ces posts, ils exercent une pression et ils véhiculent des idées qui ne sont pas justes. Comme celui-ci, par exemple, qui dit que 90% des comportements désagréables des enfants sont liés à un manque d'amour et d'attention. Alors, il y a 2 messages faux. Le premier, c'est que si votre enfant est désagréable, eh bien, c'est parce que vous ne l'aimez pas et vous n'y faites pas attention. C'est faux. Et 2e message erroné, c'est que si vous aimez votre enfant et que vous y faites attention, il y a 90% de chances qu'il ne sera jamais désagréable. Et ça, c'est aussi évidemment tout à fait faux. Et donc, on peut certainement partir du principe qu'au XXIe siècle, on a des sources de pression qui sont inédites par les médias, les réseaux sociaux, les professionnels aussi, hein, alors c'est pas l'État, hein, l'État c'est quelque chose de très abstrait, mais ce sont les professionnels, les enseignants, les psychologues, etc., que vous allez rencontrer, les pédiatres, qui vont exercer une certaine forme de monitoring, hein, de vérifier si vous faites bien votre job de parent. Ce sont les autres parents aussi, parce que malheureusement, on est tous soumis à la même pression, mais on la fait peser aussi sur les autres, hein, en se regardant les uns les autres pour savoir en fait qui optimise le mieux le développement de ses enfants. Est-ce que je suis une meilleure mère que les autres mères de la classe? Est-ce que j'apporte des meilleures collations? Est-ce que j'élève mieux mes enfants, etc. Et puis parfois, la pression, elle vient aussi du conjoint. Alors vous allez me dire, ces pressions, on est tous exposés, on a tous vécu ces changements sociétaux et pourtant, on n'est pas tous autant stressés, on ne va pas tous tomber en burn-out. Ben non, parce que certains vont être plus touchés par la pression en fonction, par exemple, de leur histoire personnelle, du fait qu'ils sont extrêmement perfectionnistes ou anxieux, etc., etc. Donc, on n'est pas complètement tous égaux par rapport à ces pressions, mais ce qui est évident, c'est que la parentalité n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 50 ou 100 ans, et qu'on est certainement exposé à des sources de pression inédites. Alors, la pression, ce n'est pas le burn-out, mais la pression, elle conduit au stress, elle conduit au burn-out. Alors, c'est quoi le burn-out? Ce n'est pas nous qui avons inventé le terme. En réalité, il existe depuis les années 80. Mais dans les années 80, il y a eu un ouvrage qui a été écrit, un petit ouvrage qui a été écrit par une dame qui était intégrée dans une communauté religieuse. Elle n'était pas religieuse, mais elle allait avec ses enfants à l'église dans une communauté religieuse aux États-Unis. Et elle observait en fait la fatigue chez les autres mères. Et donc, elle rapporte ça dans un petit ouvrage. C'est fabuleux d'ailleurs parce que personne n'avait jamais conceptualisé. Et elle, de manière un peu intuitive, elle le fait. Et c'est en fait assez juste. Et puis, on a 2 chercheurs américains qui travaillaient sur le burn-out professionnel et qui ont en fait fait le parallèle avec ce qui pouvait arriver aussi dans le cadre de la parentalité. Et en réalité, personne n'en parle à l'époque, c'est-à-dire que ça va être 2 ouvrages, mais qui vont complètement rester lettres mortes. Personne ne va se saisir du sujet. Et si vous m'avez bien suivi, c'est assez évident parce que on n'a pas encore cette déclaration des droits de l'enfant. En fait, on n'a pas suffisamment subi les effets de tous ces changements sociétaux pour que le burn-out parental devienne quelque chose de très prévalent. Et donc, ce n'est pas qu'il n'existait pas, mais il était probablement beaucoup plus rare qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, à l'époque, personne ne trouve utile en fait de faire des recherches et d'en parler. Il y a juste une recherche en 89 sur une centaine de mères au foyer, mais qui ne va pas faire grand bruit. Après, on doit attendre les années 2000 pour que l'intérêt pour le burn-out parental revienne parmi les chercheurs, parmi les professionnels. Et on a commencé par une équipe en Suède qui s'est penchée sur le burn-out parental de parents avec des enfants gravement malades, des transplantations de cellules souches, des cancers, etc. Et là, bien sûr, on se dit, c'est évident qu'en tant que parent, quand on est exposé à ce genre de stress, on peut effectivement être épuisé. Néanmoins, il y a 2 cliniciennes françaises, Guérito et Holstein, qui vont écrire chacune un livre sur leur expérience clinique ou personnelle et qui vont suggérer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants dans des situations extrêmes où leur vie est menacée pour tomber en burn-out et qu'en réalité, ça peut arriver en gros un peu à tout le monde. Alors, on s'est intéressé au sujet
qu'on a commencé à documenter. Et on a décrit les symptômes du burn-out parental qui sont au nombre de 4. D'abord, une phase d'épuisement. Donc, ce qu'on va sentir d'abord, c'est une grande fatigue qui est à la fois physique et émotionnelle, avec des parents qui vous disent que le samedi, quand ils savent qu'ils vont devoir s'occuper 48 heures de leurs enfants, ben, ils n'arrivent pas à sortir de leur lit. Et ce n'est pas seulement une question de motivation, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, c'est un épuisement dans la tête et dans le corps qui est extrêmement intense, exactement comme ceux qui sont en burn-out professionnel qui n'arrivent plus à se rendre au travail. Ensuite, cet épuisement va mener à ce qu'on appelle de la distanciation émotionnelle. Alors, ce sont des parents qui vont adopter une parentalité un peu froide. Donc, ils vont faire le strict minimum, hein, conduire les enfants à l'école, leur donner à manger, mais ils n'ont plus l'énergie, la volonté d'être connectés aux émotions de leurs enfants et donc d'être capables d'empathie. Et donc, ils vont fonctionner, comme ils disent, en pilotage automatique. Et ils perdent le plaisir d'être parents, c'est-à-dire qu'en fait, le rôle parental ne leur apporte plus les émotions positives qui sont d'habitude associées à la parentalité. Il n'y a plus de plaisir à s'asseoir pour manger avec les enfants, partager des activités, les écouter, etc. Donc en fait, on les évite. Ces différents symptômes viennent faire contraste. Donc les parents vont nous dire en fait qu'ils ne se reconnaissent plus par rapport aux parents qu'ils étaient ou qu'ils ont voulu être. Et qu'il y a ce phénomène un peu comme une rupture entre ce que j'étais avant et ce que je suis, ou ce que je voulais être avant et ce que je suis. Et ce phénomène de contraste ne va pas non plus échapper ni aux conjoints, ni aux enfants eux-mêmes, même en très bas âge. Alors cette maman, par exemple, qui nous disait, c'est la saturation, elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois, maman, j'ai faim, maman, j'ai soif, je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça. Ce ne sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes. Mais ce mot maman, je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit maman, c'est le plus beau jour de votre vie. Et aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. Et donc, c'est le genre de verbatim, de témoignage qu'on va avoir chez les parents qui sont en situation de burn-out. Alors, le burn-out, comment ça arrive? Ben, en réalité, si vous ne deviez retenir qu'une petite image de tout ce que je vais vous montrer ce soir, ce serait celle-là. Dites-vous qu'en fait, votre bien-être parental ou votre épuisement, il est le résultat de ce qui se passe dans votre petite balance à vous. Et dans la situation de chacun, on ne peut pas en fait être parent sans être exposé au stress. Donc, quand on est parent, il y a forcément des stresseurs. Alors, on stresse pour toutes sortes de choses, hein, mais on stresse aussi pour tout ce qui pourrait arriver. Par exemple, que nos enfants fassent une mauvaise rencontre, qu'ils soient justement copains avec le petit copain de l'école qu'il ne faut pas fréquenter, qu'ils se fassent renverser, qu'ils soient malades, etc., etc. Donc, on a toute une série de sources de stress dans la parentalité, mais tant que ces stresseurs, pardon, vont être compensés par des ressources, on ne va jamais tomber en burn-out. En fait, le burn-out, c'est quand il y a trop de stress trop longtemps avec pas assez de ressources pour s'en sortir. Donc dire que les parents sont stressés, ça c'est extrêmement banal. Mais par contre, les parents en burn-out, ce qu'on va constater, c'est qu'ils ont trop de stress. Ce stress est chronique, il va s'installer de manière longue. Et le constat, bah, c'est que de l'autre côté de la balance, il n'y a pas les ressources qui vont être nécessaires pour faire face à ce stress. Alors les stresseurs sont de diverses natures. Il y a les stresseurs sociodémographiques. Par exemple, moi j'ai 5 enfants, bah, c'est 5 fois plus de chances qu'il y en ait un qui soit malade le matin quand je dois partir, c'est 5 fois les boîtes à tartines, c'est 5 fois les réunions d'école, donc c'est plus de stress. Donc c'est tout ce qui va augmenter le stress dans la parentalité. Les stresseurs situationnels, c'est par exemple le fait d'avoir un enfant malade, avec des besoins spécifiques, dyslexiques par exemple, ou avec des problèmes attentionnels. Les stresseurs personnels, c'est les caractéristiques de moi en tant que personne. Par exemple, si je suis perfectionniste, on l'a dit tout à l'heure, ou si j'ai une histoire difficile avec mes propres parents, eh bien ça va ajouter du stress dans ma balance. Tous les stresseurs liés à la relation avec l'enfant, par exemple, est-ce que je suis un parent consistant? Donc quand je dis non, c'est non, quand je dis oui, c'est oui. Parce que si je ne suis pas consistant, en réalité, les enfants, ils apprennent que ça vaut toujours la peine de me demander 10 fois parce que peut-être que je vais craquer. Alors si chaque enfant fait 10 demandes par jour, ce qui est quand même pas beaucoup, et que vous en avez 3, bah, ça monte tout de suite à 300 demandes par jour. Tandis que si vous êtes consistant, ben, en général, ils demandent une fois les choses et puis si vous avez dit non, ils savent que ce n'est pas la peine de revenir. Donc dans la relation, on peut aussi installer des habitudes qui vont plus ou moins augmenter le stress. Et puis il y a tous les stresseurs familiaux. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit,
quand on n'est pas d'accord entre conjoints sur les valeurs à transmettre, les comportements, les punitions à adopter, etc., ça vient ajouter du stress. Et puis, on a les ressources correspondantes de l'autre côté, et c'est le résultat de cet équilibre qui va faire qu'on est plus ou moins à risque de tomber en burn-out. Donc, le processus, il est le même pour tous les parents, mais chacun a son histoire, parce que les stresseurs et les ressources qui sont dans ma balance, ils sont peut-être très différents de ceux qui sont dans la balance d'un autre parent. Alors, quand on a commencé à travailler sur cette thématique, beaucoup de journalistes nous ont dit, mais ouais, mais le burn-out, en fait, c'est un truc à la mode. Le burn-out, c'est un terme que tout le monde emploie à tort et à travers pour dire qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont quand même vite marre de quelque chose. Et donc, on va très vite dire qu'on est en burn-out. Alors, on s'est dit, OK, peut-être que c'est un truc à la mode, mais est-ce qu'on pourrait objectiver la souffrance des parents qui sont en situation de burn-out? Et donc, on s'est dit, est-ce que le burn-out parental, c'est un truc que les gens ont dans la tête, ou bien est-ce qu'on peut concrètement objectiver que ces parents sont dans une situation de stress incroyable? Alors, on a eu cette idée d'aller prélever des mèches de cheveux à l'arrière du scalp, à l'arrière du crâne, chez des parents en burn-out et chez des parents qui ne sont pas en burn-out. Pourquoi on a fait ça? Parce que peut-être vous ne savez pas, mais dans vos cheveux vont s'accumuler toute une série de choses. Par exemple, si vous prenez des drogues, on peut trouver des traces dans les cheveux. Mais on va aussi trouver les traces d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Alors, le cortisol, on va le générer quand on est stressé. Alors, on le génère à différents endroits, hein, et il se stocke à différents endroits. Par exemple, si je fais un prélèvement de salive auprès de vous, là maintenant, je peux avoir une idée de l'état de stress dans lequel vous êtes. Par exemple, il est possible que dans ma salive, j'aie un peu plus de cortisol parce que je dois vous parler, parce que je suis sous tension pour donner cette conférence. Mais dans la salive, en réalité, c'est l'état de stress au moment où je fais le prélèvement. Tandis que dans les cheveux, ce qui est intéressant, c'est que comme le cortisol vient s'accumuler dans le cuir chevelu et que vos cheveux poussent d'1 centimètre par mois, eh bien, si je coupe et que je regarde combien le dosage de cortisol qui se trouve dans les 3 centimètres qui étaient contre votre crâne, en fait, je peux avoir une idée de la quantité de stress auquel votre organisme a été exposé pendant les 3 mois qui viennent de se passer, donc pendant les 3 mois qui précèdent. Alors, on a fait ça et on a comparé ce qui se passe entre les parents qui sont en burn-out et ceux qui disent qu'ils sont épanouis. Alors, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que même les parents épanouis, en fait, ils ont généré plus de cortisol que les étudiants qui sont en examen. Donc, quand je vous disais qu'être parent sans stress, c'est pas possible et que la parentalité, elle est stressante, c'est une réalité. Et en fait, c'est plutôt bien parce que les hormones du stress, tant que c'est pas exagéré, ils sont plutôt positifs parce qu'ils nous préparent à réagir. Et donc, d'un point de vue évolutionniste, en tant que parent, on doit être au taquet, on doit être sur le qui-vive pour prendre soin de notre progéniture. Et donc, la présence du cortisol nous prépare à réagir si, par exemple, nos enfants sont en danger. Donc, jusque-là, très bien. Mais les parents en burn-out, vous voyez, ils ont généré en fait 2 fois plus de cortisol que les parents témoins, donc que ceux qui disent qu'ils sont heureux. Et ça devient des quantités de cortisol qui sont toxiques pour l'organisme. Et on voit aussi que, en fait, si on compare ça à d'autres populations qui sont connues, eh bien, ils génèrent plus de cortisol, donc plus d'hormones de stress que les patients qui souffrent de douleurs chroniques sévères, comme la fibromyalgie, et aussi que de victimes de violences conjugales. Et donc là, vous voyez que la situation des parents en burn-out, c'est certainement pas que quelque chose qui est une impression subjective, c'est aussi une réalité. Alors, est-ce qu'il faut se soucier du burn-out parental? Alors, certainement, pour 2 raisons. D'abord, si on peut montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, hein, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, ça devient presque un problème de santé publique. Et d'autre part, il faut s'en préoccuper s'il a des conséquences importantes et graves. Alors, commençons par la première question. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui sont concernés? Alors, on a mené une large étude dans le monde, dans 42 pays, pour essayer de déterminer en réalité combien de parents sont en burn-out dans chaque pays, avec cette idée qu'il y avait peut-être des différences entre les cultures, puisque, comme j'ai commencé par là, nous sommes peut-être dans une culture qui favorise la souffrance dans le rôle parental pour les raisons que j'ai exposées au début et qui ne seraient peut-être pas tout à fait les mêmes dans d'autres pays. Alors voilà ce qu'on a constaté. Voilà la carte du monde. Quand c'est blanc, c'est qu'on n'a pas de données. Et partout où il y a des couleurs, en fait, on a pu évaluer le pourcentage de parents qui sont en situation de burn-out parental. Alors, il ne faut pas être très, très fort en statistiques pour se rendre compte que les pays occidentaux, États-Unis, Canada,
l'Europe, etc., en fait, sont plus concernés que des pays du Sud. Et donc, on pourra revenir sur cette question-là. Par contre, à travers le monde, on a toujours cette régularité de 2 mères pour un père. Alors, ce n'est pas parce que les mères sont plus fragiles, en réalité, c'est parce qu'elles sont plus exposées au stress lié à la parentalité, parce que même dans les pays égalitaires, comme la France, la Belgique, eh bien, les mères sont toujours en charge de 70% de l'éducation et des soins faits aux enfants. Alors, si on zoome ce qui se passe dans votre pays et le mien, la France et la Belgique, on n'est pas très, très bien lotis. Et donc, nous avons entre 5 et 8% des parents qui sont en situation de burn-out, ce qui, à l'échelle de la Belgique, correspond à 200 000 parents en souffrance au moment où je vous parle. Et en France, ça correspond à 900 000 parents. Et donc, oui, c'est un problème de santé publique, d'autant plus que ce problème va avoir des conséquences importantes sur le parent lui-même. Alors, voici une série de conséquences qui sont connues dans le domaine du burn-out parental. Alors, ça augmente, par exemple, l'irritabilité, les addictions. Hein, les gens se mettent à fumer davantage, à boire davantage, à consommer de l'herbe, par exemple. Mais quelque chose qui est très important, ce sont les problèmes de santé physique. Alors pourquoi? Eh bien, en réalité, la présence toxique du cortisol dans l'organisme va avoir comme conséquence que ça va faire flamber tous les petits maux du quotidien. Donc, par exemple, si vous êtes sujet à des troubles digestifs, si vous êtes sujet à des migraines, si vous êtes sujet au mal de dos, aux crampes, etc., eh bien, vous allez en avoir plus que d'habitude à cause de la présence du cortisol. Et donc, on ne fait pas toujours le lien avec ça, mais toutes ces personnes, en fait, elles vont devenir des grandes consommatrices du médecin traitant parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est lié, en fait, à la présence toxique massive du cortisol dans l'organisme. Et c'est aussi ce cortisol qui vous empêche de vous lever le matin parce que le cycle de cortisol émis au cours de la journée est en fait perturbé. Et donc, les parents qui disent « je ne sais pas sortir de mon lit », ce n'est pas juste une figure de style. Ils ont physiquement l'incapacité de sortir du lit le matin. Alors, ça va aussi générer des idées suicidaires. Alors, vous allez me dire, mais c'est vrai aussi dans le burn-out professionnel, sauf qu'elles sont beaucoup plus fréquentes dans le burn-out parental. Donc, c'est un vrai facteur de risque auquel on doit être attentif. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, en fait, c'est un job dont on ne peut jamais démissionner. En réalité, si vous êtes en burn-out professionnel, il y a à peu près toujours une porte de sortie et vous pouvez changer de boulot, vous allez voir votre médecin qui va vous mettre en certificat médical et en quelques heures de temps, vous pouvez vous trouver à distance de la source du stress. Le problème, c'est qu'avec les enfants, c'est pas possible de prendre un certificat médical, c'est pas possible de changer d'enfant, c'est pas possible de démissionner. Et donc, en réalité, les parents, ils se disent que la seule solution, c'est de mettre fin à ces jours parce que c'est en réalité la seule porte de sortie possible. Il y a aussi des conséquences très dommageables sur les enfants et les deux qu'on connaît très bien sont la négligence et la violence. Alors, la négligence, elle vient du fait qu'on n'a plus envie de s'occuper de ses enfants et qu'on est trop épuisé pour le faire. Et donc, on laisse des enfants en bas âge sans surveillance, on sait qu'ils ont besoin d'aller chez le médecin, mais on n'a pas le courage d'aller attendre dans la salle d'attente avec eux, etc., etc. On sait qu'ils ont besoin d'aide pour faire les devoirs, mais rien que l'idée d'aller s'asseoir à côté d'eux, c'est pas possible. Et parfois, ce sont aussi dans des grands moments d'irritabilité, des débordements de violence verbale, physique, psychologique, chez des parents qui ne sont pas en réalité des parents maltraitants à la base, mais qui, comme Elisabeth ici nous expliquait, j'avais vraiment des crises de colère très intenses à l'égard de ma fille que je ne supportais plus. Ça me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs et j'avais vraiment des hurlements hystériques très violents. Une violence verbale très forte. J'essayais de lutter contre la violence physique, mais il m'est arrivé d'avoir eu envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste. Or, la sieste, j'y tenais. C'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Et je l'avais mise dans son lit. Sa tête avait heurté le bord du lit. Elle s'est mise à pleurer. Et là, j'ai vraiment eu envie. J'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté une psy. Parce que je me suis dit, là, je ne peux plus. Je mets les enfants en danger. Et on sait très bien que les risques de violence, ils arrivent quand la distanciation émotionnelle s'est installée, parce que là, le parent, il n'a plus la capacité de se mettre à la place de l'enfant. Et donc, ce défaut d'empathie lève quelque part les barrières qui font qu'on va éviter d'être violent avec les enfants. Il y a aussi des conséquences, évidemment, sur le couple. Ça augmente les conflits, les idées d'adultère, la violence dans le couple. Et donc, oui, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et quand on ne fait rien, les symptômes de burn-out, ils vont persister. Il ne faut pas imaginer que ça va s'en aller comme ça, sans rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que, là, évidemment, j'ai dressé un tableau extrêmement noir, mais je veux quand même vous rassurer sur le fait que
il y a des solutions, bien entendu. Et alors, les solutions, elles sont à la fois des solutions individuelles, mais aussi des solutions collectives, parce que on ne peut pas seulement en fait traiter les parents qui sont en burn-out, il faut aussi qu'on puisse réfléchir au niveau sociétal, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir l'augmentation du burn-out dans la population, l'augmentation de la prévalence? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur notre manière de fonctionner et notamment la pression qu'on exerce autour des parents? Alors, on va d'abord commencer par les solutions au niveau individuel. Si vous avez dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un ou que vous-même vous êtes en burn-out, eh bien, la toute première chose, c'est l'écoute. On a besoin que quelqu'un accueille, écoute et laisse dire la souffrance sans jugement. Parce que être en burn-out, j'ai commencé par là, c'est vous dire en fait, c'est éprouver d'abord beaucoup de honte et de culpabilité. Parce que, bien en général, comme parent, vous devriez être heureux et tout le monde s'attend à ce que vous soyez heureux. Et en réalité, c'est très compliqué de dire à quelqu'un: «J'en peux plus de mes enfants, j'ai envie de les tuer». Et c'est pas qu'une figure de style, hein. On a vraiment envie de plus les voir. Et si c'était à refaire, je les aurais pas. Et donc ce sont des choses très dures et trouver une oreille qui va pouvoir, en fait, vous permettre quelque part de vider votre sac, de dire ce que vous avez sur le cœur sans vous juger et sans vous renvoyer, ne serait-ce que par des attitudes non verbales, l'impression qu'en fait vous êtes un monstre de dire des choses pareilles, et qui va pas non plus banaliser, en fait, ce que vous êtes en train de vivre. Et donc l'accueil de la souffrance, eh bien, c'est la toute première chose à faire, qu'on soit professionnel, qu'on soit ami, ou qu'on soit soi-même en burn-out. En fait, la première chose qu'on va avoir besoin, c'est trouver quelqu'un qui est à l'écoute. Et puis seulement, quand on a trouvé quelqu'un qui est à l'écoute dans l'entourage, dans des intervenants de première ligne ou dans des personnes qui sont formées à l'accueil et au traitement du burn-out, alors seulement après, ce qu'on va faire, c'est travailler sur la petite balance que je vous ai montrée tantôt. Et le principe, il est assez simple, c'est qu'en fait, votre balance, elle est déséquilibrée du côté des stresseurs, eh bien, on va essayer de la rééquilibrer du côté des ressources. Et là, pour faire ça, alors on peut agir au niveau préventif, donc chez des parents qui ont seulement des symptômes d'épuisement, mais parfois, il va falloir faire ce qu'on appelle un traitement quand les gens ont la totalité des symptômes et qu'ils sont trop loin dans le processus. Ce qui va quand même arriver assez souvent parce que la honte et la culpabilité empêchent d'aller chercher de l'aide rapidement. Et donc, en général, comme dans le témoignage d'Elisabeth tout à l'heure, eh bien, c'est un passage à l'acte qui va amener à la consultation. Et c'est souvent parce qu'on a levé la main sur l'enfant, on a crié de façon hystérique, on a voulu prendre ses clics et ses claques et s'en aller, ou on a fait une tentative de suicide, alors on consulte. Et donc la prévention, c'est pas encore vraiment entré dans les mœurs, c'est dommage. Il faut agir au niveau évidemment préventif, mais parfois aussi il faut faire du traitement. Alors très concrètement, comment est-ce qu'on rééquilibre la petite balance? Bien, je vais vous donner des petits exemples concrets pour que vous compreniez. En réalité, on peut agir au niveau des stresseurs et on peut agir au niveau des ressources. Alors, au niveau des stresseurs, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord conscience de ce qu'on a comme stresseur dans sa balance. Et parfois, on se dit, eh ben, il y a des stresseurs que je peux complètement retirer parce qu'ils sont inutiles. Petit exemple, vous avez 3 enfants. Quand le premier est né, à un moment donné, ben, il a été en âge de faire des activités extrascolaires. Et comme vous savez que vous devez optimiser son développement un peu à tous les niveaux, eh bien, cet enfant, il fait du violon, parce que c'est important de développer la créativité. Il fait aussi de l'escrime, parce que le sport, c'est important. Et il fréquente les mouvements de jeunesse pour la question de la sociabilité. Alors, quand le deuxième est né, évidemment, vous n'allez pas l'aimer moins que le premier. Il a aussi ses activités extrascolaires, pas les mêmes que le premier, parce que dans une société individualiste, chacun trace sa voie et on ne se met pas dans les pas de son aîné. Et donc, lui, je ne sais pas, il fait du foot, il fait de la batterie et il va aussi au scout. Et puis, vous en avez un troisième et rebelote. Ça fait que vous vous trouvez en fait sur la semaine avec beaucoup d'activités, d'autant plus que les aînés, entre-temps, ils ont commencé à faire des compètes et donc il y a en plus les matchs le week-end. Donc, vous courez partout. Les jours où il y a beaucoup d'activités, ben, vous rentrez très tard. Le souper n'est pas fait. Vous avez parfois profité du fait qu'ils étaient à leurs activités pour aller au magasin bio parce que vous savez qu'en plus, on n'ouvre pas une boîte de raviolis parce que c'est pas bon pour l'alimentation. On vous a bien expliqué ça, c'est bourré de sucre, d'additifs, etc. Donc, vous ambitionnez à 9 h du soir de commencer à faire un repas équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Les enfants n'ont rien fait de leurs devoirs, donc tout ça finit 3 fois par semaine par des cris, des larmes, des conflits, etc., etc. Donc, se dire à un moment donné, OK, j'ai ça dans ma balance et c'est normal que je sois fatiguée. Est-ce que ça ferait vraiment de moi une mère castratrice de limiter, en tout cas pour un temps, le nombre d'activités extrascolaires à 2 par enfant?
et d'accepter qu'elle se fasse dans un rayon de kilomètres de maximum 10 km, ce qui me permet de rentrer à la maison pendant qu'ils sont aux activités. Voilà, ça c'est l'exemple de stresseur inutile, en tout cas qu'on peut réduire facilement, pour autant qu'on soit capable de lâcher là-dessus. Et là, ça appartient à chaque parent de savoir sur quoi il peut lâcher momentanément ou pendant une période plus longue. Alors, il y a des stresseurs qu'on ne peut pas retirer de la balance, mais dont on peut alléger le poids. Par exemple, si vous avez un enfant qui a beaucoup de mal à faire ses devoirs, par manque de motivation, d'attention, de difficultés scolaires, vous pouvez aussi décider de déléguer 2 fois par semaine la réalisation des devoirs à une école de devoirs, à l'étude, à un professeur particulier ou à un aîné ou à votre conjoint. Mais parfois, on a des freins parce qu'on est soi-même perfectionniste et qu'on a l'impression que si quelqu'un d'autre fait, en réalité, ce ne sera pas aussi bien fait que par soi-même. Alors, du côté des ressources, on va aussi essayer de les augmenter. La première chose qu'on fait, c'est essayer de faire l'examen des ressources qui sont déjà présentes et se rendre compte qu'on a des ressources à sa disposition, mais qu'on ne les utilise pas assez. Par exemple, on a un super conjoint, mais on ne lui demande jamais rien parce qu'on a l'impression que ça va l'embêter, que si c'est lui qui fait, ce ne sera pas fait comme moi j'ai envie. Enfin, voilà. Bref, on a souvent plus de ressources que ce qu'on imagine. Et puis, on ajoute aussi des ressources qu'on n'a pas encore. Et ça, c'est très chouette de travailler en groupe de parents parce qu'ils vont faire du brainstorming, se donner des idées les uns les autres. Et j'avais travaillé dans un groupe comme ça. Il y a un papa qui disait, moi, une ressource que j'aimerais retrouver dans ma balance, c'est pouvoir partir une fois par an en week-end avec mon épouse parce que c'est vraiment quelque chose qui me ressource. Mais je ne peux plus le faire parce que les grands-parents ont vieilli, j'ai 3 enfants, je ne peux pas les confier à qui que ce soit, etc. Et l'idée a émergé dans le groupe, en fait, de créer dans la classe un groupe Facebook avec les autres parents. Et l'idée du groupe, le deal, c'est que si tu rentres dans le groupe, tu t'engages une fois sur l'année à prendre les enfants d'une autre famille du vendredi soir au dimanche midi. Et quelqu'un va te rendre l'appareil avec tes enfants dans le courant de l'année. Alors, ce qui permet de ne pas sentir redevable. Et le papa nous a dit, en fait, j'ai gagné 2 week-ends de qualité. Celui où je pars avec mon épouse, l'esprit tranquille, mais aussi le week-end où on accueille les enfants d'une autre famille parce que c'est une dynamique différente, on fait des choses différentes et donc c'est très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant au niveau collectif? Parce que vous aurez compris depuis le début que ce n'est pas qu'un problème individuel, ce n'est pas la faute des parents, mais on vit tous dans un contexte stressant où on est exposé à la pression sur la bonne parentalité. Alors voici quelques idées qu'il faut réfléchir dans notre culture entre parents, voilà, pour augmenter un peu la bienveillance et le confort. D'abord, faire attention à la pression qu'on répercute sur les autres. Et donc, avant de partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, posez-vous toujours la question de l'impact que ça peut avoir sur les autres parents de poster des choses qui ont l'air bien jolies, mais peut-être qui exercent en fait une forme de pression sur vous-même, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais aussi sur les autres. Par exemple, le fait si vous êtes parti en vacances, vous vous êtes en fait engueulé avec vos enfants, votre conjoint toute la semaine, mais la seule photo que vous allez poster, c'est la seule photo où tout le monde a la banane en face de la mer. Et ça va laisser penser aux autres qu'en fait, dans votre famille, tout va bien, les gosses sont géniaux, vous êtes super heureux en tant que parent, vous avez 0 difficulté, il n'y a pas de conflit. Et donc, chaque parent vit ses difficultés sans oser les exposer. Et donc, ça exerce en fait de la pression parce qu'on a l'impression que les autres, ils s'en sortent et que nous, on est juste des mauvais parents, quoi. Donc, voilà, attention à la pression qu'on exerce les uns sur les autres. J'ai aussi l'habitude de dire, pensez un peu à cette métaphore dans l'avion. En fait, quand un avion se dépressurise et que les masques à oxygène tombent, on va vous dire que si vous voyagez avec un enfant, il faut d'abord mettre le masque sur votre visage parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de l'enfant qui est à côté si vous étouffez. Et ça, c'est la même chose. C'est en fait prendre soin de son enfant ou de ses enfants, c'est très bien. Mais il faut d'abord aussi prendre soin de soi parce que si on ne fait pas attention à son propre équilibre, parce qu'on se met de façon déraisonnable au service de ses enfants et qu'on ne pense qu'au bien-être des enfants, à un moment donné, il y a un risque de s'étouffer et de ne plus avoir de ressources. Alors, on est bombardé de recommandations sur comment être un bon parent et particulièrement des questions liées à la parentalité positive. Alors, je trouve que c'est un super concept, évidemment, hein, qui va brandir l'amour inconditionnel, la valorisation de l'enfant, l'écoute, le respect, la sécurité, la chaleur, le soutien, la prévisibilité, etc. Alors, c'est très bien, et évidemment, c'est un excellent point de repère, mais il ne faut pas concevoir ça comme une cible à atteindre, parce qu'en réalité, ce sont des standards extrêmement élevés,
Et si on se fixe ces standards avant de se dire qu'on est un bon parent, ben, en fait, être un parent positif 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est juste pas possible en fait, hein. C'est normal de temps en temps d'être à bout, d'avoir envie de faire autre chose, d'être épuisé, d'avoir envie de crier, de sortir de ses gonds, de pas être disponible, de pas toujours avoir prévenu l'enfant comme il fallait de ce qui va se passer, etc. Il faut être bienveillant envers soi, accepter qu'on fait pas tout bien et concevoir la parentalité positive comme un phare. Alors un phare, c'est quoi? Je vous rappelle, ça donne une direction. Quand on a un doute, on regarde la direction du phare et on se dit, ah bah ouais, c'est par là qu'il faut aller. Mais le principe d'un phare, c'est qu'il ne faut jamais aller le toucher. Donc, ce n'est pas une cible, parce que si vous le touchez, vous cassez le phare. Donc, il n'y a plus de direction, mais en plus, vous allez casser votre embarcation. Et donc, juste la parentalité, c'est un phare. Parentalité positive, c'est un phare. Mais après, on fait ce qu'on peut avec l'état de la mer comme il est, et surtout le bateau dans lequel vous avez embarqué. Et on n'a pas tous, effectivement, les mêmes ressources à bord, ni les mêmes conditions de voyage. Place aussi aux parents suffisamment bons. En fait, faire des erreurs en tant que parent, c'est normal. Et c'est même plutôt très bien parce que les enfants, ils ne se construisent pas dans le règne de la perfection. Ils se construisent aussi à travers les erreurs qu'on peut faire et qu'on peut reconnaître. Et donc, se donner le droit à l'erreur, se donner le droit de ne pas être tout le temps dispo, de pouvoir dire un mot de travers, de ne pas toujours adopter la bonne attitude, la bonne émotion, la bonne punition. Tout ça, c'est acceptable et ça permet aussi de dire à nos enfants, mais faire des erreurs dans la vie, même pour des choses qui sont très importantes, ça arrive et on peut se pardonner de ça. On n'est pas obligé d'être dans le règne de la perfection tout le temps. C'est aussi les autoriser en réalité à faire eux-mêmes des erreurs. Alors voilà par exemple le nombre de postes, le type de poste que vous pouvez largement partager pour susciter le débat sur un mode un peu humoristique. Alors c'était en anglais mais je vous l'ai traduit. Donc c'est comment être un parent en 2019 et en 82. Donc en 2019, c'est assurez-vous que les besoins de votre enfant soient rencontrés au niveau académique, émotionnel, psychologique, nutritionnel et social. Prenez soin de ne pas surstimuler votre enfant sans le sous-stimuler, de ne pas le médiquer de manière inappropriée, ne pas l'exposer à des écrans. Nourrissez votre enfant avec des aliments sains, non transformés, sans OGM, peu énergétiques, bons pour le corps, éco-responsables, issus du commerce équitable, sans emballage plastique ni pesticides. Soyez un enfant chaleureux, alliez bienveillance et fermeté, montrez-vous sympa sans être permissif, attentif sans être un parent hélicoptère, parlez plusieurs langues à la maison, ayez un enfant et demi en moyenne avec 2 ans d'intervalle dans la fratrie pour un développement optimal et surtout, n'oubliez pas l'huile de coco. Alors là, ça caricature un peu toutes les pressions et toutes les recommandations que nous avons de toutes parts sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon parent en 2019. Et en 1982, c'était nourrissez-les parfois. L'idée, c'était de montrer le contraste en quelques générations, en fait, de l'augmentation des pressions et des injonctions, des recommandations dont on fait l'objet quand on est parent et dont on n'a pas forcément conscience. Dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est nous sommes dans une société très individualiste et on a perdu de vue ce que mes collègues africains connaissent bien, c'est cette idée qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant et qu'en fait, porter les responsabilités parentales tout seul dans son coin, encore pire si on a une famille monoparentale, c'est complètement illusoire et donc c'est normal de se fatiguer. Et donc, rappeler un peu l'importance de la solidarité, de recréer des communautés de parents, de partager les responsabilités, les difficultés, et de ne pas se sentir trop seul face à l'éducation de nos enfants, à la responsabilité qu'on a de les éduquer. Ça me paraît être une piste au niveau collectif qui est extrêmement importante. Alors, si tout ceci vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, que vous êtes parent, il y a un livre grand public qu'on a écrit à votre intention. Il y a aussi un site qui s'appelle Parents sur le fil pour faire de la prévention. Pour les professionnels, il y a des modules de formation pour se former à la prévention du burn-out si on est intervenant première ligne, infirmière pédiatrique par exemple, ou on travaille dans des écoles, qu'on est éducateur ou qu'on est médecin traitant, et des ouvrages pour les professionnels. Et puis pour tout le monde, il y a ce site burnoutparental.com sur lequel vous pouvez trouver plein d'informations, y compris des solutions pour s'en sortir si jamais vous trouvez que vous êtes à risque de burn-out ou que vous vivez une situation difficile. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce que je suppose être votre écoute, parce que je me sens toujours un peu seule quand je donne ce genre de conférence face à mon écran, mais j'ose croire que vous avez suivi gentiment et que vous avez donc du coup de l'intérêt pour la chose. Donc je vais arrêter de partager mon écran et me mettre à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc merci Isabelle pour toutes ces informations. Nous vous remercions très sincèrement, très chaleureusement. Donc maintenant à tous, dans la salle avec nous ou chez vous, n'hésitez pas à lever la main pour poser directement une question. Et en parallèle, vous pouvez inscrire vos questions dans la conversation.
Nous allons tous les relever pour pouvoir les poser en direct en votre nom. Voilà. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, j'en ai une, mais c'était pas directement sur burn-out. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous entendez dans la salle, Il Isabelle? faudra peut-être reformuler. Je ne suis pas sûre que je vais tout comprendre. Je reformulerai si besoin. Ouais. C'est pas tout à fait sur burn-out, mais enfin c'est un peu lié, mais c'est sur la Convention internationale des droits de l'enfant dont vous parliez tout à l'heure. Et alors c'était allé un peu vite, mais j'ai cru entendre qu'à un moment vous disiez qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus imposer aux enfants, d'autres en particulier leur métier plus tard et leur religion. La France a signé cette convention? Bien sûr. D'accord. Et donc du coup, en France, les parents ne sont pas censés imposer la religion aux enfants, mais c'est ce que tout le monde fait. Non, en fait, si l'enfant, par exemple, refuse de faire, je ne sais pas si vous faites encore, je sais pas, des communions ou de participer à des cultes, etc., vous ne pouvez pas, en principe, l'y emmener de force. C'est-à-dire que si l'enfant allait se plaindre, on vous rappellerait gentiment que ce n'est pas à vous de décider de ça, c'est son droit, en fait, hein, de croire en qui il a envie. Alors, bien sûr, on les influence parce que s'ils naissent dans une famille extrêmement pratiquante, bah oui, vous l'emmenez, je dirais, à un moment donné, il n'a pas la capacité de pouvoir vous dire, en fait, je ne veux pas y aller, c'est quand il est très jeune. Mais dès qu'il est en capacité de vous dire, en fait, qu'il n'a pas envie, vous ne pouvez pas le traîner de force parce que vous trouvez que… Par contre, vous êtes supposé faire en sorte de respecter, je ne sais pas moi, l'obligation scolaire, par exemple, bah, ça, c'est autre chose. Mais pour le culte, vous pouvez pas lui imposer à un adolescent d'aller fréquenter la grand-messe, vous ne pouvez plus faire ça, hein. Alors, dans la conversation, nous avions plusieurs questions. Quels sont les relais existants et visibles pour diriger les personnes en souffrance? Oui. Alors, en réalité, c'est un sujet qui n'est pas encore très connu chez les professionnels. Alors, je vois même, il y a des parents qui disent, je découvre un sujet dont je n'ai jamais entendu parler. OK. Et c'est très bien. Mais chez les professionnels, c'est un peu pareil, en fait. Il y a des professionnels qui sont très conscients des choses parce qu'ils sont au contact d'une population où il y a ce type de manifestation. Mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas encore. Par exemple, chez les médecins traitants, malheureusement, on va parfois confondre burn-out parental et burn-out professionnel. Parfois, ça a des conséquences dramatiques parce que si le médecin pense que c'est un burn-out professionnel et met un certificat médical, bah, en réalité, il va priver le parent d'aller au travail et de souffler. Vous voyez, et donc, il va l'enfermer avec ses enfants. Donc, en réalité, quand on n'est pas formé, on peut vraiment faire des boulettes. Donc, c'est très important. Alors, quelque chose qu'on souhaite faire, nous, c'est augmenter, densifier le réseau des professionnels qui est formé. Et donc, on offre des formations. On a déjà formé plus de 2000 personnes et dont la moitié sont des Français. Donc, il y a un grand intérêt des professionnels en France sur ces questions-là. Et ce qu'on fait, c'est que tous les 6 mois, on référence les personnes qui sont formées. Et donc, si vous allez sur le site www.burnoutparental.com, que vous allez dans l'onglet « S'en sortir », vous pouvez trouver un professionnel à proximité de chez vous en entrant en fait sur Google Maps votre code postal et on va vous montrer en fait qui sont les personnes qui sont aux alentours formées et quelle est leur formation. Est-ce que ce sont des médecins, des infirmières sages-femmes, des psychologues, des thérapeutes, etc., des coachs parentaux. Et ça va. Alors, notre idée, c'était de se dire, en fait, on aimerait que chaque parent épuisé n'aille pas à faire plus qu'une demi-heure de route pour trouver de l'aide. Donc, on n'y est pas. En Belgique, je pense qu'on y est parce que le territoire est plus petit. Mais en France, on travaille encore là. Et donc, voilà, notre souhait, c'est en fait que les gens soient au courant des signes avant-coureurs, de l'épuisement, des conséquences, qu'on puisse faire de la prévention sur les risques suicidaires, des préventions sur les problèmes de violence et de négligence, etc. Et que les professionnels soient formés. Mais donc, comment voir chez qui on peut renvoyer? Eh bien, je pense que la chose la plus simple à faire, si on est professionnel ou qu'on est parent d'ailleurs, d'aller voir sur cette map et donc de voir, ben, tiens, qui est formé aux alentours et donc chez qui je peux trouver une oreille attentive en réalité pour trouver de l'aide.
Il y avait une autre question concernant la... J'ai une question relative à la réponse. Ah, celle-ci? Ouais, Allez-y, excusez-moi. Vous évoquiez tout à l'heure l'histoire de la double journée, professionnelle et parentale. Est-ce que du coup, un burn-out professionnel implique un burn-out parental et vice-versa? Ou est-ce que c'est complètement dissocié? Non, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a testé. Donc en fait, l'hypothèse était complètement plausible, hein, de se dire si on est dans un burn-out, on va peut-être avoir tendance à tomber dans l'autre. En réalité, pour beaucoup de parents, ce n'est pas du tout la réalité, parce que quand on se sent épuisé par ses enfants, on va avoir tendance à profiter du travail pour souffler, c'est-à-dire que ça devient une ressource. Ça vous permet en fait de vous dégager de la source du stress, exactement comme les gens en burn-out professionnel vont dire « mais ma famille, c'est mon havre de paix ». Et bien à l'inverse, les gens ils vont dire « au boulot, je souffle, je suis à distance en fait de tout ce qui me stresse enfin, dans mon rôle parental ». Et donc, c'est important de garder ces deux sphères. Et d'ailleurs, on sait que les femmes qui sont le plus à risque, ce sont les femmes qui arrêtent de travailler pour s'occuper à temps plein de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme si elles mettaient tous leurs œufs dans le même panier. Alors, tant que ça reste épanouissant, c'est bien. Mais quand ça devient stressant, il n'y a plus d'échappatoire pour aller souffler ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en burn-out d'un côté qu'on va être en burn-out de l'autre. Maintenant, j'ajouterais quand même que, en fonction de ce qu'il y a dans votre petite balance, il y a des gens qui vont avoir tendance à être en burn-out partout. Parce qu'il y a des facteurs communs. Par exemple, au niveau des facteurs personnels, si vous êtes quelqu'un de perfectionniste et d'anxieux, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous soyez à risque d'être en burn-out partout dans votre vie en réalité, parce que vous lâchez l'affaire sur rien du tout, quoi. Et donc, vous allez vous mettre des standards élevés, de la pression, etc., dans tous les secteurs de votre vie. Et ça risque effectivement de vous fragiliser au travail, dans la parentalité. Mais parfois, ce sont dans la balance des choses qui sont très spécifiques à ce qui se passe à la famille. Par exemple, une difficulté à se coordonner avec le conjoint, des conflits avec certains enfants qui sont ados, qui claquent les portes, j'en sais rien, un enfant très malade, etc. Et ça ne va jamais passer la barrière du travail. Hein. Votre travail va rester un endroit où vous soufflez. Et donc, les personnes qui sont formées, donc les psychologues par exemple, qui sont formés au burn-out parental, savent bien que chez certaines personnes, il faut faire attention à la contagion du burn-out dans d'autres sphères, parce que dans la balance, il y a certains types de facteurs qui sont présents. Mais pour d'autres, on sait très bien que le travail va rester complètement une ressource, quoi. D'accord, merci. J'avais une autre question. C'est, je vois un peu comment on se comporte quand on est en burn-out professionnel. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on s'isole du travail. Si ça arrive à la maison, on ne peut pas le faire. Et donc, quelqu'un qui est fragilisé, fatigué et qui commence à avoir les symptômes, comme il ne peut pas s'extraire du milieu, comment il se protège et comment il ne transfère pas ce stress et cette fatigue sur les enfants? Parce que même si on est en burn-out, moi, je sais que typiquement, enfin, je pense que je ne suis pas, typiquement les jours où je suis vraiment crevée, je vois bien que mes enfants réagissent de manière, on dirait qu'ils appuient sur le bouton là où ça fait mal, quoi. Exactement. Je me dis, si un jour on est vraiment, vraiment mal, comment on fait pour que ça ne dégénère pas encore plus à la maison? Comment on se protège et comment on se reconstruit sans sortir de ça? Ouais. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que ça dépend au stade où vous en êtes. Donc, quand vous avez entendu parler de ça, quand vous êtes conscient de ce petit phénomène de balance, du fait que ça commence par de l'épuisement, en fait, si vous êtes attentif à ça et que vous êtes plutôt en phase de prévention, en fait, vous n'avez pas besoin d'un certificat médical et de partir 10 jours. Hein. Mais il va falloir avoir des temps de récupération. Donc, si il y a l'entourage qui comprend, et donc vous pouvez expliquer, voilà où j'en suis. Hein. J'ai conscience que là, il faut que je prenne du temps pour moi parce que j'ai besoin de souffler, avec le soutien de l'entourage qui est déjà là, ou que vous allez aller chercher. Ça, c'est l'idée. En fait, je vais remettre des ressources que je n'utilise pas d'habitude dans ma balance. Alors ça, c'est qui je peux solliciter. Par exemple, ce que nous, on fait avec les parents, c'est on a des petits outils qui leur permettent d'identifier, en fait, qui j'ai dans mon réseau social qui serait susceptible de me venir en aide pour, par exemple, de l'aide instrumentale, qui va faire que je peux me dégager une demi-journée, 2 heures à gauche, 2 heures à droite, j'en sais rien. Voilà. Et ça peut être plein de choses. Hein. Par exemple, chez des jeunes parents qui ont un bon contact avec le milieu d'accueil, ça peut être avec l'accord de la crèche. Ben, la crèche, c'est très bien que j'ai fini mon travail à 4 heures, mais ils sont d'accord que je vienne chercher mon enfant à 18 heures.
Alors, parce que ça me permet de prendre 2 heures pour souffler avant de venir le chercher. Et là, j'en ai vraiment besoin. Et donc, avec l'accord de ces professionnels de première ligne qui comprennent le problème, je peux avoir 2 heures pour souffler. Et pendant ces 2 heures, je vais faire quelque chose qui me ressource. Alors, ce n'est pas l'idée que je vais aller nettoyer chez moi, hein. J'ai besoin de 2 heures qui me ressourcent. Donc, ça me demande aussi de me dire, au fond, c'est quoi qui va me faire récupérer? Et pour les uns, c'est je me pose et je lis. Pour les autres, c'est je vais prendre un bain. Pour les autres, c'est je vais cuisiner tranquille sans avoir quelqu'un dans les pieds. Et pour les autres, c'est je vais me balader ou je vais faire des photos. On s'en fout en fait. Mais c'est quoi qui me permet de récupérer? Alors, ça peut être des professionnels qui me prennent le relais pendant, voilà. Et il faut instaurer ça, par exemple, tous les mardis ou tous les jeudis. Et ça fait vraiment des bouffées d'oxygène. Parfois, c'est des proches à qui on ne demande en général pas d'aide. Ça peut être un voisin très sympa, hein, avec qui on s'entend bien. On ne lui a jamais demandé. Mais il sera peut-être super content, en fait, de vous aider. Voilà. Parce que, en fait, c'est ça la communauté. C'est se dire, au fait, on est tellement dans notre trip que pour se sentir bien, pour se sentir être un bon parent, il faut que je me débrouille tout seul. Si je demande l'aide, c'est que je suis un naze et que j'arrive pas à gérer mes responsabilités. Ben non, en fait, c'est trop de responsabilités à un moment, donc on doit partager. Et j'ai qui dans mon réseau qui va être capable de piger ça, qui va être capable de se mettre dans ma communauté, à qui je peux dire, je passe par une phase où j'ai besoin de récupérer. Et vous n'avez pas besoin de vous étendre sur les réseaux, on s'en fout en fait. Voilà. Est-ce que tu peux me rendre ce service que le mardi, de 5 à 6, c'est toi qui reprends les enfants à la garderie et moi, je viens les récupérer à 6 heures avant le repas. OK? Tu es d'accord avec ça? Oui. Et si tu veux, même je te les garde pour manger. Eh bien, tu sais, d'accord, ça me donne une demi-heure de plus. Merci beaucoup. OK? Et pas se sentir mal dans sa peau parce qu'on a demandé de l'aide. En fait, quand on travaille avec les parents, qu'on soit en prévention ou en traitement, s'autoriser à demander de l'aide, identifier à qui on le demande et comment on adresse une demande sans se sentir coupable, c'est toute une part du travail. Et quand on a pigé ça, qu'en fait, porter toute la responsabilité de ce que c'est qu'être un parent aujourd'hui sur ses seules épaules, c'est du suicide, vous voyez, c'est trop, quoi. Eh bien, accepter, en fait, de remettre en place la demande, etc., c'est très, très important. Et donc, bien sûr qu'on ne peut pas avoir un certificat, mais on peut trouver des moments pour souffler. Et l'ampleur de ces moments, la quantité de ces moments, eh ben, elle va dépendre de votre stade de burn-out. Quand on est très loin, chez nous, on a des services hospitaliers qui commencent à s'ouvrir, qui vont accueillir pendant une période quelqu'un qui a besoin de souffler. Voilà. Et donc, ce sont des unités, parfois de jour, mais parfois aussi de nuit. Et en Allemagne, par exemple, ils ont des dispositifs avec des centres de répit. Alors, ça existe déjà, mais il faut, par exemple, en France, par exemple, vous pouvez avoir accès, en Belgique aussi, si vous avez un enfant qui a un handicap grave. Mais bon, si vous avez des enfants qui vont bien, en général, on ne vous veut pas. C'est dommage, en fait. Voilà. Mais donc, c'est l'idée, comment est-ce que je peux bénéficier de répit? Alors, si les centres de répit des professionnels, ça ne marche pas, ben, vous savez quoi? Les enfants, ils ont des marraines, des parrains. Ils ont des grands-parents qui peuvent aller un week-end à la mer. Ils ont des copains en classe où peut-être il y en a un qui est d'accord de reprendre vos enfants du vendredi soir au dimanche parce que vous vous entendez bien et que vous avez besoin de souffler. Osez dire, pour l'instant, j'ai besoin de souffler. Qui va m'aider? Voilà. Et ben ça, c'est très, très important. Et donc, bien sûr qu'on peut se mettre à distance de la source du stress. Avec la bénédiction de la princesse, on peut. Il faut juste se donner le droit. Merci. Alors, dans le chat, il y avait 2 autres questions. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a accentué le stress parental et par vase communicant celui des enfants? Est-ce qu'éventuellement, nous avons des données, quelque chose de concret? Alors, effectivement, nous, on a travaillé sur des recherches pendant le Covid, et pas que nous, hein, je dirais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont travaillé. Alors, en moyenne, dans le monde, parce qu'on a reproduit l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure sur les 42 pays, on l'a refait dans un peu plus de 20 pays pendant le Covid. Et en moyenne, le burn-out, il a augmenté. Okay, donc, ça a été des conditions de stress. C'est normal, parce qu'en fait, en gros, si je compare au burn-out parental, qu'est-ce qu'on a fait dans le burn-out professionnel, qu'est-ce qu'on a fait dans le Covid? Vous êtes à risque et on vous dit, à partir de demain, 16 mars, tu rentres dans ton bureau, je t'enferme avec ton patron, tes dossiers, et je ne te dis pas combien de temps ça va durer. Bah, vos symptômes, ils flambent, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas compliqué. On a fait ça avec les parents, avec le confinement, hein. On les a enfermés chez eux, 24 heures sur 24 avec leurs enfants, et on leur a dit, on ne te dit pas combien de temps ça va durer.
Parfois, on les enfermait avec des gosses insupportables. On les enfermait avec des ados qui ont pété les plombs. On les a enfermés en leur disant, en plus, continue d'être un bon parent, quoi. Ne les fous pas devant la télé toute la journée parce qu'ils ont quand même des devoirs à faire. D'ailleurs, apprends-leur à se connecter. Voilà. Mais après, tu leur diras que les écrans, c'est dangereux. Mais apprends-leur à se connecter pour aller chercher les devoirs que les profs ont mis, etc. On a mis les parents dans des situations extrêmement complexes. Donc, bien sûr, la prévalence a augmenté. Mais pas chez tout le monde, parce qu'il y a des parents qui ont en fait conscientisé quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que pour beaucoup de parents qui étaient, par exemple, dans cette frénésie des activités extrascolaires, ils ont réalisé que le confinement a fait ralentir le rythme et en fait a viré de leur balance toute une série de stresseurs inutiles. Et ils ont expérimenté qu'est-ce que c'était que les repas en famille, sans courir partout, les temps de qualité, où on se dit, on n'a quand même rien d'autre à faire. Si on sortait un jeu de société, qu'on faisait un truc sympa entre nous. Voilà. Et donc, dans certaines familles, en fait, ça a allégé le stress. Et beaucoup m'ont dit après, mais moi, pour rien au monde, en fait, je recommence ma vie d'avant. Hein. Et donc, c'est hors de question que les enfants ils reprennent toutes leurs activités extrascolaires. En fait, c'est très bien qu'on ait récupéré du temps de famille, du temps de qualité, etc. Et donc, en fait, il y en a qui en ont profité parce qu'ils étaient obligés à rééquilibrer leur balance et sans savoir, en fait, ils ont fait de la prévention. Et certains, ils ont gardé ce trip magnifique, en fait, de se dire, mais moi, je ne retourne pas dans cet état de stress. Et donc, ça n'a pas eu le même effet chez tout le monde. Il y en a vraiment qui ont pu profiter. Et puis, il y en a d'autres chez qui ça a beaucoup aggravé le stress. Et malheureusement, ceux chez qui ça a aggravé le stress, c'est ceux qui avaient déjà, en fait, beaucoup de facteurs de risque avant. Voilà. Des facteurs de risque qui ne sont pas faciles à contourner, en fait. Et pas beaucoup de facteurs de risque inutiles. Merci. Question supplémentaire. Comme nous prenons de la mélatonine pour mieux dormir, du magnésium, du fer, est-ce qu'il existe des compléments alimentaires ou des aliments naturels qui feraient baisser le taux de cortisol? Alors, certainement pas assez pour contrer les doses toxiques que je vous ai montrées. Donc, j'ai envie de dire, si ça vous amuse, lisez là-dessus et prenez des compléments. Mais dites-vous que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est dans le rééquilibrage de la balance, point barre. C'est la seule chose qui marche. Alors, si en plus, vous voulez vous faire des tisanes ou je ne sais pas quoi, parce que ça vous aide à vous calmer, OK. Mais il ne faut pas croire que la solution, elle va être là-dedans, quoi. Par contre, si boire une tisane tranquille au coin du feu, c'est un moment qui vous ressource, alors grand bien vous fasse. Et si en plus, vous croyez que cette tisane, elle est magique, alors là, ça, c'est la ressource suprême. C'est très bien, en fait. Voilà. Mais c'est pas ça, en fait. Bon, merci. Une autre question. Vous avez parlé de votre site Internet. Faut-il être soignant, psy ou médecin pour suivre vos formations? Alors, les formations qui sont faites pour les professionnels, il faut être un professionnel. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, si vous êtes parent, vous n'allez pas accrocher. Ce n'est pas du tout fait pour vous et ça n'a aucun sens. Pour les parents, c'est plutôt le programme Parents sur le fil, qui est un programme de prévention. Alors, contrairement à beaucoup de programmes sur la parentalité, on ne va pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour être un bon parent. On va vous aider à lâcher la pression et arrêter de vous tracasser pour tout ce que vous ne devez pas. Et justement, il y a des petits exercices, par exemple, pour savoir ce que vous avez dans votre balance, ou un petit carnet, tout ça, c'est très ludique. Donc, vous pouvez faire l'exercice de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre balance et de faire l'exercice de vous dire comment je la rééquilibre, par exemple. Et donc, Parents sur le fil, vous y avez accès à vie. Parce que, par exemple, il y a des contenus sur qu'est-ce qu'on fait quand on est parent d'ado, ou qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation de parents, de famille recomposée. Alors peut-être c'est pas votre réalité aujourd'hui, mais peut-être c'est votre réalité dans 5 ans. Vous y reviendrez parce que votre accès est garanti à vie. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par tout le programme, vous allez chercher ce qui vous convient. Vous voulez juste faire le truc de la balance, très bien, allez-y. Voilà. Et puis peut-être après, vous reviendrez regarder d'autres contenus, faire d'autres exercices, tout ça. Mais donc l'idée, c'est vraiment s'aider soi-même, en fait, à conscientiser un peu où on en est. Ça marche que si vous êtes dans une phase de prévention. Voilà, parce que c'est juste lâcher la pression. Mais si vous avez besoin d'aide, alors il faut aller trouver un professionnel formé. Merci. Alors, a priori, nous avons fait le tour des questions. Est-ce que... Ah, dans la salle, il y a une question. Quelle est la différence entre la dépression et le burn-out? Alors, le burn-out, c'est un trouble contextualisé. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des gens en burn-out professionnel.
Ils sont en congé de maladie. Et en fait, il y a plein de gens malveillants qui vont dire, pas malveillants ou mal informés, qui vont dire, mais en fait, cette personne, elle est en pleine forme. Je ne comprends pas pourquoi elle ne va pas travailler, c'est dégueulasse. Hein, elle est en train de profiter du système, elle vit sa meilleure vie, elle sort avec ses copains. Je viens de la voir à un barbecue avec des amis, en fait, elle va très bien. Je ne comprends pas pourquoi elle ne va pas travailler. Elle serait parfaitement capable d'y retourner. C'est vrai, parce que les symptômes, ils vont s'exprimer dans le contexte qui génère le stress et uniquement dans celui-là. Donc, vous voyez cette personne en dehors du travail, elle fonctionne, masta bien. Mais vous la remettez au travail, les symptômes, ils reflambent. OK? S'ils n'ont pas été traités. Dans la parentalité, c'est pareil. Vous observez ces parents-là au travail, ils fonctionnent super bien. Hein. Personne ne peut dire que chez eux, ils sont dans le 36e en fait. Mais passer la porte de la maison, bam, en fait, vous avez le cortisol qui reflambe, vous n'êtes pas bien, vous avez des symptômes, vous avez envie de bouffer le nez de tout le monde, ben voilà, ok, l'irritabilité qui reflambe, etc. Mais vous avez vécu votre meilleure vie avec vos collègues. Donc, c'est un trouble qui est contextualisé. La dépression, c'est un trouble transversal. En fait, un parent qui est en burn-out, vous allez lui dire, tu sais quoi, on va aller boire un verre, il est super content, hein. Vous sortez de chez lui. Le parent qui est dépressif, il a envie de rien. La meilleure copine va lui dire, tu sais, on va aller boire un verre. Non, j'ai l'énergie pour rien. L'énergie, elle n'est pas là au travail, elle n'est pas là dans la parentalité. On a des idées noires sur tout. Il n'y a plus rien qui vous amuse. Vos intérêts habituels d'aller faire de la photo en vous baladant dans la nature, vous n'en avez plus rien à faire. Vous avez l'impression que votre avenir, il est bouché à tous les niveaux. Donc la dépression, c'est un trouble qui touche toutes les sphères de la vie, qui touche l'individu en entier. Le burn-out, c'est un trouble contextualisé. C'est deux choses qui sont différentes. Merci beaucoup. Alors, il ne s'agit pas d'une question, mais d'un témoignage. Voilà, donc j'ai envie de vous le partager quand même. Une personne nous dit que finalement, suite à un burn-out professionnel, entre guillemets, la solution, si je puis me permettre, qu'elle a pu trouver pour éviter un burn-out parental. Alors, a priori, parce que ça n'était pas forcément allé trop bien non plus du côté de la famille, et bien finalement, c'est son divorce qui lui a permis d'avoir un temps de répit, c'est-à-dire une semaine sur deux, le temps d'avoir ou de ne pas avoir les enfants. Donc voilà. Eh bien, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est moi qui ai fait le post. Oui, je vous entends très bien. Je vous entends. Alors en fait, moi, ma situation, c'est que donc j'étais pardon, j'ai un peu de mal comme je suis justement, enfin ma rupture avec mon travail est récente depuis un mois et demi et donc voilà, je suis pas encore on va dire rétablie. Mon divorce était avant en fait cette phase de burn-out professionnel. Donc, j'avais pas de souci à l'époque avec mon travail, mais j'ai ma personnalité que j'ai toujours été très perfectionniste à vouloir faire tout parfaitement. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je pense à moi-même. Donc, j'étais avec mon mari et ma fille de 3 ans. Et bon, il y avait d'autres choses, hein, je ne vais pas la détailler, mais moi, je n'ai pas du tout pensé au suicide ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être un peu une solution, enfin, ça ferait d'une pierre deux coups, on va dire, le divorce, parce que comme ça, je peux être maman une semaine sur deux, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis toujours perfectionniste et je me dis, c'est bien, quand je suis avec ma fille, je suis bien plus calme, on va dire. J'arrive à être une maman plus parfaite parce que la semaine où je ne l'ai pas, je me consacre à moi. Donc, alors, ce n'est pas une solution idéale, hein, vraiment. Hein, voilà, mais moi, c'était un petit peu la porte de sortie que j'ai eue à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas en burn-out parental. Mais j'ai eu conscience donc très récemment, depuis seulement 1 mois et demi à peu près, que en fait, c'est un problème plus global. Je ne sais pas si je suis en dépression ou quoi que ce soit. Je pense pas, mais j'ai identifié qu'il y avait un problème en tout cas. Donc, voilà. C'est exactement ce que je vous disais tantôt. Hein. Sur les forums, beaucoup de gens témoignent de ça, puis moi j'en ai eu pas mal en consultation, hein, qui disent que la solution c'est sacrifier le couple parce que alors, certains disent même c'est pas que j'aime plus mon conjoint ou que en fait voilà, s'il n'y avait pas ce problème
d'épuisement parental, je pense que je ne penserai pas à me séparer maintenant, que je ne penserai pas au divorce et tout ça, mais c'est une solution qui paraît moins pénible et menaçante que le suicide, par exemple. Et donc, dans l'échelle de gravité, les gens, ils se disent, en fait, c'est pas une si mauvaise solution, en gros, parce que ça préserve tout le monde. Ça me préserve, ça préserve mes enfants, parce que la semaine où je vais être avec eux, je vais être nickel. Et quelque part, ça préserve mon conjoint, parce que quand je suis pas bien en tant que parent, il ramasse aussi, parce que nécessairement, ça augmente les conflits, etc. Et donc, en gros, ça paraît être la situation idéale, enfin, la solution idéale. Et parfois, c'est la seule solution. Donc, je sais très bien qu'on a on a des patients qui en sont arrivés là avant de venir chez nous, mais il y a aussi des gens qui finissent par se dire, mais je vais adopter cette solution, parce que sinon, ça va déborder, en fait. Je vais déborder sur les enfants, je vais déborder sur mon conjoint, et donc, ça devient presque un acte de survie et de prévention. Moi, je comprends complètement le process. Évidemment, je ne vais jamais me permettre, moi, en tant qu'intervenante, que thérapeute, que professionnelle, de dire c'est la solution ou ça l'est pas. J'en sais rien, c'est la trajectoire de vie de la personne. Je me mêle pas de ça. Mais en accompagnant les personnes, c'est aussi l'idée d'évoquer qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution possible, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme solution possible. Voilà. Et j'ai accompagné notamment une situation où cette idée, en fait, de souffler une semaine sur 2 dans un modèle de séparation momentanée a été adoptée avec l'accord du conjoint. Donc, c'était l'idée de, pendant un temps, alors ils avaient la chance d'avoir dans l'entourage quelqu'un qui pouvait prêter un appart, et c'était entendu qu'une semaine sur 2, il y avait un des 2 parents qui allait dans l'appart, de façon à ce que les enfants ils restaient à la maison. Et une semaine sur 2, la maman, elle allait se reposer. Et en fait, pourquoi pas, ça a duré un peu. Et puis ce couple, il n'allait pas si mal. Et ce qu'on s'est entendu, c'est de se dire aussi, est-ce que ce n'est pas le moment d'en profiter pour entretenir le couple, pour ne pas que ça soit un pavé dans la mare vers la rupture totale, puisque vous voulez que ça soit, enfin, puisqu'une solution serait que ça soit temporaire. Et donc, ils ont aussi mis en place des choses avec une babysitter qui avait l'habitude de venir, etc., pour avoir des temps à 2. Et ces temps à 2, ils intervenaient la semaine où la maman était seule et où elle prenait en plus du temps pour son couple. Et donc, le couple prenait du temps en dehors des enfants. Ça a remis du rouage. Voilà, et ce couple, il ne s'est pas séparé. Donc, je pense qu'au sein de chaque famille, mais ça dépend de ce qu'il y a d'autre dans la balance. Vous voyez, ce couple, il fonctionnait finalement pas si mal. Et donc, c'était un dégât qui n'était pas nécessaire. Voilà. Mais parfois, le couple, on le sacrifie parce qu'en fait, dans le couple, ça va déjà pas si bien, en fait. Et donc, on sacrifie pas grand-chose parce que finalement, on y arriverait quand même, peut-être quand même. Voilà, donc chaque situation pour moi est différente, mais je peux parfaitement entendre que ça versus une porte de sortie comme le suicide, oui, c'est certainement plus facile, ouais. En tout cas, on a fait le tour des questions. Alors, non, il y a une dernière. Non, c'est une remarque. Donc, nous avons fait le tour des questions. Excusez-moi, si en fait j'ai une petite question, c'est juste par rapport à la formation que vous proposez. Est-ce qu'elle s'adresse à des professionnels qui ont un diplôme d'État, type psychologue, médecin ou autre, ou ça peut être d'autres professionnels qui ont un métier parallèle, comme sophrologue, comme coach, comme voilà. Alors, en fait, à la base, c'est de fait plutôt pour les psys, les sages-femmes, ce genre de choses. Mais en réalité, je vais vous mettre en fait le lien vers la page où vous pouvez aller voir, si vous voulez. Je suis en train de le prendre. En fait, on décrit les titres, les diplômes qui ont accès sans problème à la formation. Mais si vous avez un autre diplôme, par exemple, vous êtes sophrologue ou coach,
vous pouvez en fait envoyer une demande avec votre motivation et votre parcours professionnel. Et en fait, on va examiner ça pas pour vous interdire de le faire, mais juste pour se poser la question de savoir est-ce que vous allez y trouver quelque chose qui va nourrir votre trajectoire professionnelle. Pour ne pas en fait que vous vous engagiez dans une formation où finalement ça ne vous convient pas et vous l'arrêtez parce que ça ne fait pas de sens pour vous. Donc nous, on sait tout ce qu'il y a dans la formation. Et donc l'idée en adressant une demande, c'est qu'on va vous aider à prendre la bonne décision que c'est bien pour vous, c'est pas bien. Donc j'ai mis le lien dans le chat. Vous avez qu'à aller cliquer, comme ça vous voyez déjà la description de ce qui est proposé dans la formation et vous voyez aussi les diplômes auxquels ça s'adresse. Et alors vous aurez le petit lien pour aller faire votre demande si vous le souhaitez et voilà, on vous donnera un avis. Mais il faut bien se rendre compte que comme on référence les professionnels formés, l'idée c'est de référencer des gens pour qui ça a fait du sens, quoi. Parce que référencer des gens qui n'ont pas de formation de base, c'est un peu dangereux, enfin, parce qu'on ne veut pas non plus envoyer les parents chez des gens qui ne sont pas formés correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors quelqu'un me dit que le lien ne fonctionne pas. Attendez. C'est ça, oui. Le S2 de HTTP. A priori, ce serait le S de HTTPS qui bloque. Alors, je vais vous proposer un truc. Au lieu de cliquer tout de suite dessus, vous le copiez et vous le collez dans votre barre de navigation et ça va marcher. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, faites un copier et vous me dites si ça marche. Mais moi, je viens de faire un copier-coller, ça marche. Effectivement, ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Ce sont les mystères de l'informatique. Alors tout à l'heure, on a eu un témoignage, alors avant d'arriver au divorce, hein, une personne nous partageait sa petite astuce, c'était éventuellement les colos ou centres de vacances, je crois, pour les enfants. Voilà, en colo ou en camp, c'est une solution qu'a trouvé cette famille-là. Alors, je profite du truc pour dire qu'en fait, il y a des périodes de l'année où le stress dans la parentalité est plus intense. Et les vacances, c'est plus intense parce qu'on les a tout le temps. Et donc, oui, mettre en place des solutions quand les vacances arrivent, c'est très important. Donc, vive les camps, les colonies, les trucs, et ne vous demandez pas si vos enfants vont souffrir de la... Non, c'est très bien, profitez. Et surtout, profitez-en quand ils sont là, comme pour les 2 heures que vous dégagez le jeudi ou le mardi, de vous dire comment je vais profiter de chaque instant pour me ressourcer, pour être dans les meilleures conditions quand ils reviennent. Parce que sinon, ces 10 jours ou ces 8 jours, ils passent tellement vite et au fond, vous n'aurez rien fait qui vous ressource. Vous aurez profité pour repeindre, pour aller faire des courses, pour faire 36 trucs qui sont en fait pas du tout ressourçants. Or, le but, c'est pas que de les mettre en colo, c'est de vous ressourcer derrière. Et donc, c'est très important pour les temps de vacances, ça c'est très très vrai, mais ça ne marche que si vous utilisez ce temps pour vous ressourcer et remettre de l'énergie dans votre balance. Merci. Eh bien, merci à Isabelle pour cette intervention fort intéressante. Merci à vous tous de vous être déplacés ou de vous être accordé du temps ce soir pour penser un petit peu à vous, à nous, parents. Et puis, surtout, n'hésitez pas, on vous a mis dans la conversation. Cette présentation sera en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir et puis à vous y abonner pour avoir nos autres informations. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. À bientôt. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Oui. Allez-y. En fait, j'ai pas accès à la conversation je suis sur mon téléphone et je sais pas si c'est possible de donner l'accès du lien dont elle a parlé pour la formation notamment et quelle est votre chaîne YouTube pour pouvoir avoir de nouveau accès à la... Notre chaîne YouTube, c'est @appel Loire-Atlantique en minuscule tout attaché. D'accord. Et le lien qu'elle a inscrit dans la conversation,
vous pouvez le partager. Si vous avez réussi à le récupérer, vous pouvez le partager sans problème. Hein. Eh ben, en fait, non, parce que j'ai pas accès à la conversation. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer un mail? Vous avez de quoi noter? Oui, oui. Envoyez un mail à contact@apel44.fr. Donc, contact@apel44.fr pour reposer la question et on vous le transmettra. Ça marche, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci.